Bonjour mon général. Bonjour. Oui, alors on peut dire que la guerre, la violence, pour prendre un terme plus général, fait partie de la nature humaine. Et cette violence a été... on a cherché à la tempérer, d'abord chez l'individu, bien sûr, mais aussi dans les collectivités, avec des traités, avec les églises qui imposaient des trêves, et puis petit à petit des accords qui cherchaient à temporiser, et on en arrivait à la conclusion que finalement, régler les problèmes humains passait par la politique, donc l'action dans la cité, et que finalement la guerre, dont la violence des communautés, était en fait l'échec de la politique. Et que c'est ainsi qu'on arrivait à toutes ces guerres, et c'est ainsi qu'aujourd'hui on en arrive à des guerres, parce qu'il y a échec de la politique, avec deux exemples concrets. La guerre en Ukraine, c'est l'échec de la politique des accords de Minsk et la volonté du président Poutine d'utiliser la force parce qu'il n'arrive pas à régler le problème de façon politique. Et puis, au Moyen-Orient, Gaza, Israël, c'est l'échec de la politique du Premier ministre qui n'a pas prévu de sortie politique pour la Palestine et qui a conduit aux actions abominables que nous avons vues le 7 octobre par le Hamas. Donc oui, c'est inhérent à l'humanité, mais l'humanité tempère ça par l'éducation au niveau individuel et par la politique au niveau collectif. Non, alors si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aucun traité n'est parfait. Vous parlez de Versailles, vous parlez d'Yalta. Pour être plus concret, par exemple, moi je parlerai des accords récents qu'il y a eu, par exemple les accords de Dayton sur l'ex-Yougoslavie, dont je parle dans mon livre, puisque j'ai servi en ex-Yougoslavie. Eh bien, je dis toujours que ces accords ne sont pas parfaits. Ils ont réussi une chose, c'est arrêter la violence. Et à partir de l'arrêt de la violence, alors bien sûr les accords de Versailles, mais aussi à Yalta, on se projette dans un autre monde, un monde difficile. Si vous voulez, les gens ont oublié que les accords de Versailles, on pensait en France, ça y est, la Première Guerre mondiale est terminée, il n'y a plus de problème. Voyons ce qui s'est passé entre 1919 et 1921 dans le reste de l'Europe, ça a été un grand bouleversement avec beaucoup de combats. Donc ces accords sont le résultat de l'action politique à un moment donné pour arrêter la violence et la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils règlent définitivement les problèmes et il faut faire attention à l'équilibre qui est mis en place parce qu'à un moment, il est déstabilisé. Vous parlez de Yalta, eh bien les accords de Yalta ne fonctionnent plus puisque la fracture du monde n'existe plus, mais je vais plus loin que ça. Aujourd'hui, après les actions de 1990, la chute du mur de Berlin, ensuite l'attaque des World Trade Center en 2001, puis la réaction américaine trop violente qui en 2003 est allée conquérir l'Irak, pour libérer l'Irak, eh bien on en est arrivé à une bascule de l'équilibre mondial qui est, je crois, symptomatique dans le discours du président Poutine en 2007 à Munich, dans lequel il dit « fin de l'unilatéralisme ». Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, c'est ça. C'est la fin de ce monde qu'on a connu, nos générations ont connu. Et la question, c'est vers quel monde nous orientons-nous? On en parlera plus tard, mais aujourd'hui, il y a la destruction d'un monde, il n'y a pas vraiment la construction d'un autre monde. C'est toujours un problème, les frontières. Et je disais, il n'y a pas longtemps, on me disait les frontières sacrées, les terres sacrées. Je dis, il n'y a qu'une chose qui est sacrée, c'est l'homme. Et le reste, ce sont des constructions de l'homme. Et si vous voulez, quand on regarde les cartes, par exemple, pour revenir à l'Ukraine, les cartes de l'Europe au 18e, au 19e, au 20e, elles n'ont rien à voir avec les cartes du 21e siècle. Et donc aujourd'hui, on doit se poser des questions existentielles. Je reparle de l'Ukraine. Question existentielle, est-ce qu'on va se battre et perdre des milliers d'hommes pour quelques centaines de kilomètres carrés? Ou est-ce qu'on va essayer de sauver ces hommes pour l'avenir du pays? C'est une vraie question existentielle et donc les frontières sont des constructions humaines et on doit se poser cette question-là en permanence. Je vous donne un cas dont personne ne parle, Kaliningrad, qui se situe en Europe et qui est une terre russe. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la guerre,
on a vidé tous les Allemands et on a décidé que ça serait russe. C'est des questions qu'on doit se poser. Ça a toujours été comme ça. Quand on regarde dans l'histoire, à un moment, la France était le pays le plus puissant au monde. 18e siècle, début du 19e, avec les guerres napoléoniennes. Ensuite, ça a été les Britanniques. Après la guerre de 14, ce sont les Américains qui sont montés en puissance. Après la guerre de 45, ce sont vraiment les Américains qui sont installés en puissance face à face avec l'Empire soviétique. C'était un empire soviétique. Tout ceci est en train de disparaître. La Chine, qui pense faire oublier le siècle d'humiliation, parce que la Chine nous dit c'est une civilisation qui existe depuis 5000 ans. Et donc aujourd'hui, qui est-ce qui va régenter? Je crois qu'on en est. D'une certaine façon, le président Poutine n'a pas complètement tort quand il parle d'un monde multilatéral, sauf qu'on ne parle pas du même monde multilatéral. Mais le monde, aujourd'hui, les Américains sont une grande puissance, mais doivent admettre que la Chine est devenue une grande puissance aussi. Et notre rôle, à nous Européens, c'est de rester dans ce rôle, de rester entre la Chine et les États-Unis. Pour les Européens, nous sommes une grande puissance économique, nous sommes une grande puissance culturelle, nous sommes malheureusement moins une grande puissance militaire. On est en train de le remonter, on en parlera peut-être plus tard, mais il est important que ce monde multipolaire, avec les États-Unis, la Chine, l'Europe, mais aussi d'autres pays comme l'Inde, comme le continent africain, qui n'est pas une puissance, 54 pays, mais qui va jouer un rôle important de par sa démographie, trouvent leur place. Et donc il y a un équilibre à retrouver dans le monde. Et je pense qu'il faut de moins en moins un gendarme, mais une arène dans laquelle les problèmes politiques puissent être réglés en empêchant cette violence de se déployer. Écoutez, je vais venir à un sujet très concret. C'est ce qui se passe entre Israël et Gaza. Qu'est-ce que c'est que l'effet papillon? Il y a un problème entre le Gaza, le Hamas, et Israël, et une guerre qui aujourd'hui même est en train de se conduire dans la bande de Gaza. Et l'effet papillon, c'est quoi? C'est le fait que Israël soit attaqué par d'autres bords, le Liban, le Hezbollah, le plateau du Golan, la Cisjordanie, et que ceci ait des répercussions sur les rapports entre l'Iran, Israël, les pays arabes et les États-Unis, voire avec la Russie qui profite de l'occasion pour rentrer dans ce jeu-là. C'est ça l'effet papillon. Comment une guerre locale, sur un sujet local, peut s'étendre à une guerre mondiale ou au moins globale entre les autres. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'absence de pensée politique aujourd'hui du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien a mis de côté la Palestine n'existe pas. Le Hamas, le 7 octobre, a remis sur la table, avec des moyens abominables qu'il faut condamner, mais a remis sur la table le problème palestinien, et tout le monde doit revenir à ce qu'on appelle l'effet final recherché. L'effet final recherché, EFR, c'est ce qu'on appelle dans le langage militaire, ce vers quoi on va tendre. Et ça ne peut être qu'une idée politique. C'est-à-dire que si on dit demain, la sécurité d'Israël repose sur un principe simple, c'est qu'il y a un État palestinien qui existe à côté, eh bien on met en œuvre les moyens, et donc on n'est pas simplement dans la destruction et la vengeance qui est en train de se passer sur Gaza, mais sur la reconstruction de cette partie de terre si chère à beaucoup de nos civilisations, qu'on appelle la Terre Sainte, qu'on soit musulman, juif ou chrétien. Alors il faut penser, il y a décideurs et décideurs. Oui. Vous voyez M. Biden, lui, il pense à l'effet papillon. Et c'est pour ça qu'il a déployé de porte-avions pour dire « Attendez, on reste calme, sinon c'est une guerre terrible ». Donc, lui, il pense à l'effet papillon. Je pense que le président Trump n'y pense absolument pas. Et je vais vous donner un autre exemple, c'est l'administration Bush en 2002-2003. J'étais à New York au Conseil de sécurité à l'époque, et nous avons parlé à l'époque de la possibilité de rentrer en guerre contre l'Irak. Et qu'est-ce que me disaient les néoconservateurs à l'époque? Je le décris dans mon livre « Ce qui nous attend ». Ils disaient Let's war have a chance. Laissons à la guerre sa chance. Et je disais, pour paraphraser ce que disait quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup citer, qui s'appelle Hitler, qui disait, vous savez, la guerre, c'est une chambre noire, quand on ouvre la porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est là où, si vous voulez, les décisions de dirigeants, et je rappelle que les dirigeants, c'est nous qui les élisons, on doit penser à sa capacité à voir l'effet papillon. Et par exemple, la position de la France aujourd'hui, critiquée au Moyen-Orient, prend cette position-là
de dire attention, on a des alliés importants, les pays arabes, il faut les ménager et il faut que Israël revienne à une table de négociation. Alors, il ne faut pas être trop critique vis-à-vis de l'Europe pour la raison suivante. L'Europe pensait qu'après 90, il n'y aurait plus de guerre. Les dividendes de la paix. Pensait que la guerre était absente. Je crois que c'est le général Lecointre qui disait ça, cette naïveté. Et je pense que vraiment, l'Europe est en train de se réveiller. Elle est en train de réaliser que la guerre existe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien voir que les Russes font la guerre sous le parapluie nucléaire. Et donc les Américains qui n'ont pas envie de se confronter directement avec la Russie avancent à pas compter et avancent avec prudence, parfois trop de prudence. Je donne l'exemple de l'offensive qui a démarré pour les Ukrainiens le 6 juin et qui n'a pas débouché, qui aujourd'hui, le chef d'état-major ukrainien dit on est dans une impasse. Et le président Zelensky dit mais cette opération, il n'aurait pas fallu la lancer au mois de juin. Il aurait fallu la lancer dès le mois de décembre ou de janvier suivant, après la prise de Kherson. Le seul problème, c'est qu'ils ne disposaient pas de l'armement, des troupes entraînées, etc. Et entre-temps, les Russes ont eu le temps de s'installer en position défensive et donc de pouvoir résister. Donc je pense que la fin de la naïveté est arrivée en Europe. On est en train de se reconstruire. L'Europe, c'est compliqué. Ce sont 27 pays, peut-être 30, 31 bientôt. Et donc, pour se mettre d'accord, c'est compliqué. Mais je retiens, c'est mon côté optimiste qui dit ça, qu'à chaque fois, ils arrivent à un accord. Y compris avec la Hongrie qu'on critique tout le temps, tous les accords ont été pris et on soutient l'Ukraine jusqu'au bout de sa guerre. Mais est-ce que c'est pas trop tard? C'est bon. D'abord, il faut toujours, on peut toujours faire mieux. Oui. On peut toujours faire mieux, mais il n'est pas trop tard. La question, c'est qu'est-ce que va vouloir dire la victoire de l'Ukraine ou la défaite de la Russie? Je considère que le président Poutine a perdu la guerre puisqu'il voulait annexer l'Ukraine. Il n'annexera pas l'Ukraine. La victoire de l'Ukraine, c'est à elle de décider jusqu'où elle doit aller, et c'est là où je reviens à la question existentielle. Doit-on se battre pour quelques centaines de kilomètres carrés, ou doit-on se battre pour avoir un pays ouvert vers l'Europe pour sa population, avec des frontières qui ont changé? Mais je le rappelle, au 19e, au 20e siècle, les frontières n'étaient pas les mêmes non plus. Donc ça, c'est un problème que doivent régler les Ukrainiens. Pas nous. C'est l'avenir de l'Ukraine qui est en jeu. C'est aux Ukrainiens d'y penser. Alors, c'est la fin de la naïveté. Et la fin de la naïveté, ça veut dire qui veut la paix prépare la guerre. C'est la devise, la belle devise en latin de l'école de guerre française. Donc, si on veut rester en paix, il faut être fort. La loi de programmation militaire qui a été votée récemment prend ces effets en compte avec un premier critère, c'est la France est une puissance nucléaire. Et donc la sécurité de la France repose d'abord sur sa puissance nucléaire. Donc on investit dans le nucléaire. Le deuxième critère, c'est que la France n'est pas l'Ukraine. Nous ne sommes pas aux portes de la Russie. Il y a quelques milliers de kilomètres, moi qui en 1990 étais en train de préparer les opérations du 2e corps d'armée dans la trouée de Fulda, parce que nous avions les forces soviétiques qui étaient à une étape du Tour de France. C'était le général de Gaulle qui disait ça. On n'est plus dans cette situation-là. Ceci étant, nous devons être forts. La France est aujourd'hui la première puissance militaire européenne. Les Allemands se réarment, les Polonais se réarment, donc l'Europe globalement se réarme. Et puis surtout, il faut que l'Europe et la France deviennent non pas des capacités bellicistes, mais deviennent des aimants. Et on le voit bien, l'Europe, depuis 1945, n'est pas allée faire la guerre ailleurs. Mais en revanche, il y a beaucoup de pays qui veulent rejoindre l'Europe. Tous les pays de l'Est, quand le mur est tombé, ils ont rejoint l'OTAN et l'Europe. Et aujourd'hui, la Géorgie, l'Arménie, l'Ukraine, la Moldavie veulent rejoindre l'Europe. Donc on voit bien le caractère dément, le jeu dément que joue l'Europe, et la France doit jouer un rôle important là-dedans, parce qu'elle a toujours pensé que le dossier européen était un dossier qui démultipliait l'efficacité de ce que veut faire la France. Alors surtout pas dans le messianisme. Le messianisme, et je reprendrai les paroles du président Biden qui s'adressait à un président d'Amérique du Sud et qui lui dit « Nous sommes à un moment de grand changement dans le monde ».
Et ce moment dans le changement, je pense que c'est la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie, y compris par les armes, comme ça a été le cas en Afghanistan et en Irak, avec les résultats qu'on connaît. Donc c'est la fin de cette illusion de l'extension de la démocratie. En revanche, nous devons renforcer la démocratie de nos pays pour que ça devienne des aimants pour les autres. Que les autres se disent, c'est comme ça que nous voulons être. Et arrêter de croire que par les armes ou par d'autres moyens, nous allons dicter au monde ce qu'est la démocratie. Je prendrai des cas sur un autre continent, l'Afrique. Il y a eu 3 coups d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a eu échec de la démocratie dans ces pays. 3 coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Laissons-les juger de la meilleure façon de se diriger. Je voudrais citer d'autres pays dans le Golfe. On ne peut pas dire que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite soient des grandes démocraties. Et pourtant, ils font des révolutions pour leur pays, y compris dans le rapport avec l'islam. Et donc, ça veut dire que la démocratie telle qu'on la conçoit dans nos pays est très bien pour nos pays. Elle est peut-être complètement différente dans d'autres pays. Et je voudrais revenir à Israël. Ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement de M. Netanyahou, qui a réussi à fédérer tous les extrémistes d'extrême droite, c'est le résultat du vote à la proportionnelle. On devrait peut-être se poser cette question-là sur l'efficacité de la gouvernance d'un gouvernement élu à la proportionnelle par rapport à des gouvernements élus à la majorité. Alors donc, selon vous, bientôt la paix ou bientôt la fin? Non, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans des grands bouleversements. Il faut être confiant dans nos forces, force et faiblesse de la démocratie. Force, on a le droit de parler de tout. Faiblesse, c'est quand on parle de tout, on se met en cause régulièrement. Donc force et faiblesse de la démocratie, mais on doit être conscient de nos forces. Et je dis, je suis un cavalier, donc je prends un terme bien cavalier, en avant, calme et droit. Il faut être sûr de nos forces pour construire le monde de demain. Merci beaucoup, mon général, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous en prie, c'était un plaisir.